Donc on va pouvoir commencer cette table ronde sur le lien entre recherche, formation et pratique. Donc je suis Hervé Piéguet, je suis un des co-animateurs de l'EUR avec Christophe Douady et avec Sylvie Barrault. Élodie, je te laisse te présenter et puis que nos amis se présentent également. Élodie. Merci Hervé. Donc Élodie Brelot, je suis directrice du Grès depuis quelques années et toujours en recherche de liens. Donc, ce qui explique ma présence pour l'animation de la table ronde. Donc l'idée ici, c'est vraiment de travailler sur, de discuter, d'échanger sur la question du lien entre recherche, formation et pratique. Donc on a la joie d'avoir parmi nous trois personnes, trois collègues qui représentent finalement différentes visions en quelque sorte de ce champ-là. Quelqu'un qui travaille dans une grande entreprise, quelqu'un qui travaille dans une PME, quelqu'un qui travaille au niveau d'un établissement public. Donc je vais vous laisser vous présenter les uns les autres et puis de nous donner quelques informations sur le lien entre recherche, formation et votre propre parcours. Donc, je suis Benoît Terrier, je suis chef de projet en hydromorphologie donc à l'Agence de l'eau à Lyon. Donc, je suis au département de la connaissance et de la planification. Donc, j'ai un parcours un peu atypique dans le sens où j'ai travaillé en bureau d'études 5 ans au Royaume-Uni. Ensuite, j'ai fait une thèse en fait pendant 3 ans, toujours au Royaume-Uni, en partenariat avec ce qui à l'époque était le CEMAGREF, ce qui est maintenant l'INRAE. Et ensuite, suite à cette thèse, j'ai fait un contrat de recherche d'1 an et j'ai intégré l'Agence de l'eau il y a une dizaine d'années. Donc j'ai un parcours où j'ai été dans une structure de bureau d'études, j'ai été un peu dans le monde de la recherche, et puis donc là je suis à l'Agence de l'eau, et je suis entre autres impliqué dans les accords cadres entre l'Agence de l'eau et les établissements de recherche, donc avec la ZABRE et l'INRAE, et puis j'accueille aussi régulièrement en fait en contrat ou en apprenti en fait des étudiants issus de Master 2 ou de thèse. Voilà. Olivier. Bonjour, Olivier Saint-Pierre. Je travaille donc chez Suez Consulting, qui est la filiale bureau d'études généraliste d'un groupe dont vous entendez un peu parler en ce moment. Mais au-delà de ça, c'est un groupe de 90 000 personnes qui travaillent dans le métier de l'environnement, de l'eau et des déchets au sens large. Et Suez Consulting, la filiale études, c'est 1200 personnes dans le monde, à peu près la moitié en France et la moitié donc à l'international. Dans mon travail quotidien ici, je m'aperçois qu'on utilise quasiment exclusivement des ingénieurs grandes écoles. Moi, je suis un cas très atypique puisque je suis issu de la faculté d'une filière généraliste de l'environnement qui a été créée dans les années 80. C'était à l'époque très novateur parce que les écoles d'ingénieurs s'y étaient pas encore mis à l'environnement. Et j'ai pu faire donc dans ce cadre-là une thèse en épuration des eaux, ce qui m'a amené à la sortie de la thèse à travailler tout de suite en entreprise. Et donc j'ai été depuis 1982. 82 c'était la thèse, 85, 88, je travaille dans une entreprise et dans des grands groupes. Donc la question pour moi, et si j'ai répondu favorablement à l'invitation d'Élodie, c'est que il y a vraiment une problématique importante pour savoir qu'est-ce que des chercheurs, doctorants peuvent apporter à une structure d'entreprise de grands groupes qui traditionnellement recrute ses besoins de cadres à 99% en sortie d'école d'ingénieur. Merci Olivier. Nicolas ? Bien, bonjour. Donc Nicolas Debier, je représente Biotech, qui est un bureau d'études aussi, que je dirige, mais là on est chez les artisans. Nous ne sommes qu'une
douzaine de personnes, mais rassemblées au cours de ces 20 dernières années. Ça veut dire qu'on a quand même un petit peu de recul sur ce que l'on fait. Et ensuite, un bureau très spécialisé, puisque si on travaille dans le domaine de l'eau, on travaille avant tout, et rien que, pour la restauration des milieux aquatiques, et notamment des cours d'eau, zones humides, étangs et autres, mais surtout des cours d'eau à 90%. Et en fait, il faut imaginer qu'on est tellement spécialisé qu'on ne fait que de la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire qu'on conçoit et on suit des chantiers. Donc on est à la limite de l'environnement et de l'aménagement. Et effectivement, l'affaire a débuté par un parcours assez simple qui était aussi à la faculté. Je suis issu du monde de la géographie et de l'aménagement du territoire, avec une formation particulière sur 5 ans qui avait été initiée à la fin des années 70, début des années 80, et qui visait à essayer d'avoir une vision pluridisciplinaire des questions liées au domaine de l'environnement. Et ensuite, ça a été une spécialisation très rapide, par amour, par passion, mais toujours avec cette volonté de conserver un regard pluridisciplinaire, c'est-à-dire par exemple sur toute l'équipe qu'il m'a été permis de recruter. Effectivement, on a été avant tout chercher des personnalités qui avaient bac plus 4, plus 5, plutôt des écoles d'ingénieurs, mais avec des spécialités différentes, parce que ce qui était intéressant, c'était de multiplier les regards. Alors ça veut dire qu'il y a à mes côtés des biologistes purs et durs, naturalistes, des gens du monde de la géologie, de l'hydraulique, du génie civil, et puis de l'aménagement du territoire en particulier. Et l'idée était, en tout cas c'est comme ça qu'on l'avait rêvé, d'essayer de développer entre nous une culture commune, mais avec des visions de départ différentes. Et c'est comme ça qu'on a essayé de recruter au fur et à mesure du temps, et c'est comme ça qu'on compte bien poursuivre. Voilà, vite fait. Super, merci de nous faire partager votre parcours et de voir que ces questions de formation sont importantes pour vous et vous avez commencé sérieusement à y réfléchir. Donc on va commencer par la première question. Quelles sont les grandes thématiques à enjeu pour demain dans le domaine de l'eau et quelles compétences développer en quelque sorte pour s'y engager? Fait le lien avec la formation. Enfin, moi, les grandes thématiques, je vois clairement une thématique sur l'évolution en fait, des hydrosystèmes en lien avec le changement climatique. Il y a des thématiques auxquelles on s'intéresse depuis déjà un certain nombre d'années, sur l'intermittence des cours d'eau, sur les crues, enfin, sur les phénomènes extrêmes, mais on voit que ces phénomènes extrêmes vont sans doute prendre de l'ampleur dans les années à venir. Et donc ça, je pense que il y a une thématique assez importante par rapport à ça. Un deuxième point sur tout ce qui est tout ce qui touche aux sciences humaines et sociales, sur les questions de perception, de représentation, de démarche participative pour co-construire des projets de territoire, par exemple. C'est quelque chose, ça fait aussi une dizaine d'années, voire un peu plus, qu'on s'intéresse à ces questions-là, mais on est très loin d'en avoir fait le tour, et je pense que ça va aussi prendre encore plus d'importance dans les années à venir. Peut-être aussi des questions autour de l'économie, dans le sens où la valeur qu'on donne à la biodiversité, par exemple, aux services rendus, aux services écosystémiques. J'ai vu un certain nombre de projets de recherche, projets européens notamment, qui ont été lancés sur le sujet. Il me semble qu'on est encore assez loin en fait, d'avoir fait le tour de cette question. Et puis enfin, alors moi aussi, en fait, je travaille pas mal sur tout ce qui est restauration des milieux. Et en fait, sur les travaux de restauration, sur les techniques de restauration, leur efficacité, il me semble que dans encore bien des cas, on est sur des démarches assez expérimentales sur lesquelles on a encore besoin de retour d'expérience. Et là aussi, je pense qu'en termes de recherche, il y a encore des choses à faire. Voilà. Merci. Nicolas? Oui, effectivement, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que au sein de Biotech, nos protocoles, nos savoir-faire, ils ont évolué avec le temps. Ils ont évolué d'abord par la chance d'avoir beaucoup de retours d'expérience, parce qu'effectivement, lorsque vous faites beaucoup de chantiers, beaucoup d'opérations, de suivi, vous avez des retours d'expérience. Vous voyez là où vous vous trompez, là où vous avez hésité, là où vous avez manqué d'ambition. On s'est nourri aussi de l'évolution de la réglementation,
parce qu'elle a été aussi un moteur dans ce que j'appellerais la hiérarchisation des thèmes sur lesquels on travaille. Et puis on s'est nourri nécessairement des publications du monde de la recherche, mais qu'il a souvent fallu rechercher, si je puis dire. Elles ne sont pas venues à nous toutes seules. Ça a été un vrai travail, mais en tout cas, au quotidien, on essaie de se tenir au courant justement des réflexions, des travails de thèse, de doctorat qui sont menés pour nous amener aussi à prendre de la hauteur, parce que c'est ça ce qui est intéressant. Il y a ce monde dans lequel nous vivons, un bureau d'études qui est le praticien, si je puis dire, du quotidien, mais pour gagner en savoir-faire, en humilité aussi, dans ce qu'on fait. Je rappellerai qu'à l'échelle de l'ère géologique, tout le monde s'en fiche. Donc pour gagner un peu en hauteur, on a besoin d'avoir ces miroirs, ces regards qu'apporte la science et le monde de la recherche. Aujourd'hui, quand on regarde de nos yeux de praticiens ce que vont être les enjeux de demain, alors oui, nettement, et ça en a été discuté ce matin, c'est sûr que l'impact des modifications climatiques sur les questions de quantité et de ressources en eau, c'est un des vrais enjeux de demain, mais je dirais que c'est un enjeu qui doit être lié aussi aux questions de qualité d'eau et aussi de dynamique de ces milieux. C'est-à-dire que si on prend ces cours d'eau, il y a 3 facteurs de base qui sont la qualité d'eau, la quantité d'eau, la morphologie, et c'est en complète interaction. Donc c'est vrai que ces modifications climatiques, elles vont peut-être amener des problématiques, on va dire, de manque d'eau. D'abord, ça devrait plutôt être territorialisé, ce ne sera pas le cas partout. Et puis ensuite, elles vont amener des modifications dans les dynamiques de végétation, dans les dynamiques morphologiques, et donc nous conduire à voir évoluer aussi notre manière d'habiter le territoire. Donc ça, c'est un des enjeux. Si on pouvait, on va dire, faire un focus sur le domaine qui est plutôt le mien, celui de la restauration, je dirais qu'il y a aussi les questions d'échelle. Aujourd'hui, on a vu la restauration des milieux aquatiques et des cours d'eau en particulier est un domaine d'activité qui n'a eu de cesse, on va dire, de prendre de la place, tant d'un point de vue économique, d'un point de vue littéraire, scientifique. Mais aujourd'hui, il serait bon de se poser des questions sur l'efficience de tout ça, la réelle efficience. Les projets sont multiples et ce dont on s'aperçoit quand on est praticien, c'est que pour arriver à un résultat en termes de valeur ajoutée, il y a des questions d'échelle et d'ambition. Et c'est vrai que cette question des échelles et des ambitions dans les projets de restauration, il y a vraiment, comment dire, un champ de réflexion. Et puis ensuite, je rajouterai sur les problématiques de demain, c'est toutes les problématiques liées à la désimperméabilisation des sols et leur impact sur les régimes hydrologiques et sur notre manière de gérer la ressource en eau. Je pense que c'est les domaines importants. Et après, il y a des domaines plus particuliers. On parlait des cours d'eau intermittents, mais on pourrait aussi s'intéresser aux problématiques sur lesquelles on est régulièrement appelé. Alors tout le monde connaît la problématique de la continuité écologique, mais il y en a une autre qui est sévère, c'est celle des rivières incisées. Et c'est vrai que cette question des rivières incisées, elle touche tous les continents. Elle demande non seulement de la compréhension sur les facteurs à l'origine de ces problématiques, on est à peu près au point sur ces sujets, il y a juste un rapport entre ces différents facteurs qui mériterait d'être creusé, mais sur les réponses qu'on peut apporter à cela, là, on a des actions de restauration très différenciées, à des échelles différentes, et là encore, il y aurait besoin de prendre le temps, en termes de suivi et de compréhension, des opérations de restauration qui sont menées. Bien sûr, je partage bien sûr tous ces points. Sur le plan de quels sont les enjeux de demain, je trouve que la question, elle est au minimum à 2 niveaux. C'est-à-dire qu'il y a les enjeux au sens scientifique du terme, et il y a les enjeux qui vont devoir être mis en œuvre en réalité, pratiquement,
et correspondant à des équilibres beaucoup plus subtils et sophistiqués, mêlant aussi les médias, le grand public, les avis des assos, etc., etc. Et moi, ce qui me pose souvent question, c'est quelle est l'articulation et comment on passe de l'un à l'autre. Et ce que je trouve très intéressant dans H2O, c'est la volonté d'établir des ponts entre le besoin de sciences fondamentales et des sujets finalement assez pointus, et ce qui va être la réalité des enjeux opérationnels qu'on va tous devoir mettre en œuvre dans les 10 ou 20 ou 30 ou 40, enfin dans les quelques dizaines d'années à venir. Et ça pose la question de savoir qui paye, comment on paye, qui définit les enjeux pour définir les budgets correspondants. Et nous, en tant qu'entreprise, en fait, on est très confrontés à ça, parce que nous, on ne travaille que sur des besoins qui correspondent à des contrats rémunérés par des donneurs d'ordre. Et si les donneurs d'ordre ne sont pas sensibilisés aux enjeux ou répondent à des besoins immédiats sans se poser la question de ce dont ils vont avoir besoin 10 ans après, nous, les entreprises de terrain, on ne peut rien faire. Pour essayer de répondre à la question, à laquelle je ne réponds pas finalement, elle se pose à deux niveaux. Et le niveau qui me semble le plus important, c'est le niveau de ce qui est potentiellement à mettre en place opérationnellement dans les prochaines années. Et pour moi, de ce point de vue-là, il y a quelques sujets qui sont plus liés au petit cycle de l'eau qu'au grand cycle de l'eau dont on a parlé jusqu'à présent. Et le premier d'entre eux, pour moi, c'est les micropolluants et les impacts sur la santé. Et le deuxième, qui est un peu plus prospectif, parce que je ne sens pas émerger le besoin globalement, mais je trouve que la prochaine grande étape dans notre façon de réfléchir, tous ensemble, serait d'introduire beaucoup plus de ce que j'ai appris en écologie au début, c'est-à-dire du fonctionnement des écosystèmes, et concevoir les systèmes, y compris les systèmes du petit cycle de l'eau, comme des véritables écosystèmes. On sait que c'est un écosystème, je ne le vois pas traduit dans la façon globale de réfléchir. Et je pense que cette approche-là, qui est une approche globale et systémique, me semble être un sujet que des universitaires et des chercheurs sont plus aptes à se saisir et à mettre en œuvre que des ingénieurs, et j'ai rien contre les ingénieurs, hein, entendons-nous bien, mais que des ingénieurs auront plus de mal à appréhender, parce que les ingénieurs sont formés pour répondre à des besoins. Ce n'est pas des gens qui sont formés pour réfléchir à l'avenir ou pour chercher, c'est des gens qui sont formés pour mettre en pratique des besoins quotidiens. Et je suis intimement persuadé que dans l'entreprise, on a besoin de beaucoup plus d'universitaires que ce qu'on a aujourd'hui, parce que cette dimension-là, elle n'existe pas. Quelles seraient les compétences qu'il faudrait développer ? Est-ce qu'il y a des éléments qui actuellement, dans les formations qu'on peut avoir ici ou là, font défaut ? Ou vous avez parlé tout à l'heure de la question des acteurs, du lien avec les associations, avec les médias, avec le grand public. Est-ce que c'est finalement également, on a parlé tout à l'heure du scientifique acteur, est-ce qu'il y a un besoin, une nécessité finalement d'impliquer la formation dans le débat public et dans les interactions avec les acteurs de l'eau? Bon, les cadres dont on a besoin, les gens qu'on forme pour être des cadres, ce sont des gens qui ne sont pas seulement compétents en technique. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que quand on accueille un nouveau diplômé, on accueille quelqu'un qui a un certain nombre de connaissances de base, on l'accueille surtout parce qu'il a la tête bien faite et qu'on le sent capable d'acquérir tout ce qui lui manque.
Et en fait, il lui manque plein de trucs au sens du travail quotidien. On l'a tous constaté. Ils savent pas faire de commerce, ils savent pas compter, ils savent pas calculer, respecter un budget, ils savent même pas il y a plein de trucs qui sont pas aujourd'hui, qu'on est obligé d'apprendre à un jeune ingénieur. Alors, plus aujourd'hui la filière de recrutement, elle se dit, bon ok, plus il a la tête bien faite, donc plus il sort d'une grande école et plus il va apprendre vite, donc plus il va être instantanément, enfin le plus rapidement possible, et donc nécessiter le moins d'investissement de la part de l'entreprise pour devenir performant. Mais globalement, aujourd'hui, on ne forme pas des cadres. Et j'ai l'impression qu'on en forme d'autant moins des cadres qui sortent de l'université plutôt que d'une école d'ingénieur. Donc pour moi, ce qui est très paradoxal ou contradictoire et qui est un vrai enjeu pour H2O, c'est comment on fait de doctorants, c'est-à-dire de personnes dont l'essence même est de chercher à un endroit très pointu, des gens différents, c'est-à-dire capables de réfléchir transversalement et d'avoir une multitude de compétences. Est-ce que Benoît, tu voulais aussi... Non, enfin peut-être un petit témoignage par rapport à ça, parce que je vois bien, enfin le monde de la gestion de l'eau, il est fondamentalement pluridisciplinaire. Et moi, j'ai pu voir la différence en fait entre des jeunes qui, dans leur parcours, en fait, ont été sensibilisés aux aspects socio-éco, aux sciences humaines et sociales, aux aspects de perception, au monde professionnel aussi. Alors moi, je rencontre Nicolas pour la première fois, mais j'ai eu des personnes qui sont passées par Lyon 2 et qui avaient déjà, en fait, dans leur manière d'appréhender la restauration, des bases que j'ai trouvées super. Enfin, je me suis dit, mais là, il y a quelque chose que je n'ai pas vu chez d'autres étudiants qui n'avaient pas eu ça dans leur parcours professionnel. Et là, je me dis, il y a vraiment quelque chose qui marche, en fait, et qui a valorisé. C'est ce qu'on attend. C'est des compétences, des potentialités, une humanité et une capacité qu'on va percevoir à travailler ensemble. Parce qu'effectivement, quelle que soit notre activité dans le domaine de l'eau, on est nécessairement toujours dans une dimension collégiale et pas du tout individuelle pour arriver à monter des projets, pour arriver à produire des études de qualité ou d'un minima de qualité. Mais qu'ils arrivent du monde universitaire ou qu'ils arrivent du monde de l'ingénierie, moi ce que je vois, c'est que pour qu'ils deviennent, en tout cas pour ce qui est un bureau d'études, des personnalités avec un propos, toujours rémunérateur intellectuellement, c'est-à-dire pour qu'ils arrivent à s'affirmer et puis à avoir suffisamment de savoir-faire. En général, il faut 3 ans. C'est-à-dire qu'il faut que celui qui embauche se dise, on va commencer à voir s'épanouir la personne dans son travail, ses qualités, ce qu'elle peut produire. Et quand je dis produire, ce n'est pas simplement financier. 3 années, ça semble adapté. Pourquoi ? Parce qu'il y a 2 choses, 3 peut-être, que les étudiants ne distinguent pas selon leur formation. La première chose, c'est que, ils ont un savoir théorique, mais demain, il va falloir le confronter à la pratique, au terrain. Pour ça, déjà, il faut savoir lire le terrain. Quand on travaille dans le domaine de l'environnement, lire un cours d'eau, lire un milieu. Ensuite, il y a le champ, des sciences sociales qui n'a pas toujours été suffisamment épuisé. C'est-à-dire qu'on est sur des territoires où l'eau, c'est quand même une source de crispation incroyable. Chacun a son histoire de l'eau, chacun a son usage de l'eau, chacun a sa vision de ce qu'elle doit être demain. Et donc, effectivement, on passe d'un univers où on a travaillé, étudié ces questions-là sans être dérangé, sans être ennuyé, et puis d'un seul coup, vous êtes jeté dans la fosse aux lions. Il faut être clair, c'est un sujet terrible, comme peut l'être l'agriculture. C'est-à-dire que vous vivez aussi en fonction des contraintes que l'on vous livre. Lorsque vous avez à faire une étude, un projet, il y a un diagnostic qui est le vôtre. Et puis ensuite, il y a les enjeux
qui sont les vôtres, que vous allez définir. Et puis il y a les contraintes qu'on vous impose, ou qu'on cherche à vous imposer. Et ça, à savoir, entre guillemets, louvoyer entre ces différents interlocuteurs, savoir parfois les remettre en place, savoir aussi, comment dire, quand il le faut, imposer un niveau d'ambition supérieur. Pour moi, c'est le rôle des praticiens. Donc voilà, c'est des petites choses que le monde des étudiants, lorsqu'il arrive dans le monde professionnel, n'a pas, et que nous, encadrants, dirigeants, ou en tout cas celui qui embauche, devons donner. La question qui nous était posée et que l'on devait aborder, enfin que l'on doit aborder au cours de cette discussion, c'était H2O, créateur de liens entre recherche, formation et pratique. Et en fait, la question moi, que je pose, c'est comment H2O devient un encore meilleur créateur de liens. Ce qu'on a bien ressenti au travers de vos premiers témoignages, c'est le besoin, l'envie, la demande en fait. Alors je trouve que le climat actuel est particulièrement, j'allais dire, favorable à se préoccuper de cette question-là et à créer des réponses pour créer du lien. D'abord le changement, enfin le contexte de changement climatique, changement général, qui fait qu'on cherche des praticiens qui se posent plus de questions plutôt qu'ils n'arrivent avec des solutions toutes faites. Je caricature peut-être un petit peu la vision de l'ingénieur et du chercheur, mais l'art du doute est quand même quelque chose que l'on partage au niveau des scientifiques. Et peut-être que l'enjeu, c'est de former des ingénieurs qui ont l'art du doute. C'est-à-dire que le lien recherche-formation-praticien, c'est faire en sorte que nos praticiens bénéficient de la recherche pour être dans ce questionnement et dans ces recherches d'adaptation. Créateur de liens, le deuxième élément contextuel, c'est la crise sanitaire qui nous cache derrière des masques, derrière des ordinateurs, et créer du lien dans un contexte aussi compliqué, c'est aussi du coup être innovant, résilient dans les solutions de communication et de mise en lien. Le levier université d'été, c'est un des leviers que l'on souhaite fortement utiliser au niveau d'H2O Lyon. Alors, je crois que Nicolas, il a des envies de participer au montage, en fait, à l'écriture de ces écoles d'été. Ce qui est sûr, c'est que ces universités d'été, c'est peut-être l'occasion, justement, puisque c'est l'été, de sortir un peu sur le terrain, de sortir de façon collégiale, et encore une fois, de regarder, ça peut être des cas concrets, des aménagements, des problématiques, des dysfonctionnements particuliers, des milieux naturels, mais de le regarder chacun avec son point de vue. En fait, encore une fois, il n'y a pas de hiérarchie, je trouve, dans les savoirs et les propos de chacun quand on est sur le terrain. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce que chacun regarde, qu'est-ce que chacun comprend, en sachant que, et c'est ça ce qui est fantastique avec ce monde de l'environnement et des milieux aquatiques en particulier, c'est qu'il y a le domaine de la théorie, de ce que l'on sait, et puis il y a le domaine de ce que l'on sent. Et il faut toujours faire confiance à ces sens. Ils sont souvent, entre guillemets, source de moteur pour demain. Donc c'est intéressant de confronter les regards, les points de vue, et je pense que c'est surtout permettre de se forger justement pas simplement une culture commune, mais un vocabulaire commun. Encore une fois, j'ai moi-même été nourri, des publications des agences, du travail d'Hervé, à la fois parfois comme une source d'ouverture d'esprit, d'humilité, et puis parfois aussi simplement pour se dire, tiens, on regarde les choses de la même manière, on n'est pas un cas isolé. Parce que ça, c'est aussi important quand on bosse, de ne pas se sentir isolé. J'aime bien Don Quichotte, mais je veux pas me battre que contre des moulins à vent. Donc c'est vrai que ces universités d'été, pour moi, elles doivent avoir, ou elles doivent permettre, un échange sur le terrain et quelque chose qui soit vraiment constructif. Moi, j'ai eu l'occasion de participer à une école d'été en Europe centrale, dans un autre cadre, qui mélangeait donc beaucoup de doctorants et puis des intervenants de différents cadres. Ça a été exceptionnel. On a pu faire travailler les doctorants sur différents cas de figure, etc. Les échanges ont été enrichissants pour les doctorants, mais j'ai envie de dire aussi pour ceux qui ont participé. Voilà. Pour terminer, je voulais rebondir sur les propos d'Olivier.
2 choses en fait. La première, tu as dit qui paye les études, c'est les donneurs d'ordre qui écrivent ce sur quoi on doit travailler. Et les donneurs d'ordre, ils sont incités par des acteurs comme l'Agence de l'eau ou la réglementation. Donc finalement, instiller ces thématiques prospectives qui sont fortement liées et portées par la recherche, je me dis que finalement, il faut que la recherche elle ait accès à ces autorités de savoir et de commande publique pour faire évoluer la commande publique. Je trouve que c'est intéressant de se dire qu'en travaillant avec les agences de l'eau et l'État, on peut instiller nos thématiques et en plus, ils sont preneurs. Ça, c'est peut-être la première chose. Comme je dois aller vite, si elle nous redonne 5 minutes, on pourra en reparler. Et la deuxième chose qu'a dit Olivier, et là je transforme ça en question, c'est de dire, moi j'embauche des ingénieurs des grandes écoles, dites-moi pourquoi je dois embaucher des chercheurs pour faire avancer notre travail de bureau d'études, notre façon de travailler. Et tu n'as pas 3 petits trucs à nous dire là? Qu'est-ce qu'il faut qu'on te vende avec nos chercheurs, nos étudiants formés par la recherche, pour que des entreprises se disent c'est de ces profils-là dont j'ai besoin aujourd'hui? C'est un sujet qui est compliqué parce qu'il va se heurter à un élitisme très ancré dans les entreprises, avec du corporatisme, etc. Bon, si on oublie ça, je crois que ce qui est important, c'est d'insister sur ce qu'on a dit les uns et les autres, c'est quelle est finalement la différence de personnalité d'un doctorant bien formé, sensible au métier de l'entreprise. Je parle que de l'entreprise, je ne parle pas d'un doctorant qui poursuivrait dans la recherche ou de postdoc. Je reste dans l'entreprise, au regard de l'entreprise. Qu'est-ce que cette personnalité-là va amener de mieux et de différent à l'entreprise? Et du coup, pour moi, c'est des gens qui sont riches, qui sont habitués à regarder les choses de façon extrêmement élargie, aussi de façon transversale. Donc pour moi, la richesse, elle existe. Le débat, il est comment on convainc des directions des ressources humaines que ces gens-là sont indispensables à le bon développement d'une entreprise, et avec des quotas, j'allais dire, en tout cas des embauches plus équilibrées que ce qu'elles sont à l'heure actuelle. C'est un sujet compliqué parce que c'est un sujet qui date de la création de l'école polytechnique ou quelque chose comme ça par Napoléon, quoi, hein. Donc on s'attaque à 200 ans d'histoire ou 250 ans d'histoire de l'élitisme en France. Moi j'ai l'impression que après une thèse, quelqu'un en entreprise ou ailleurs a beaucoup plus la capacité, quand il croit à un projet, d'investir dedans et de l'emmener au bout. En fait, il y a un des apprentissages autres que connaissances, etc. de la thèse, c'est vraiment d'être capable de croire en quelque chose sur le long terme et de le porter. Je pense que c'est un atout fort de la recherche, en dehors de tout ce qui va être connaissances, etc. J'ai aucun doute sur le sujet, et les différentes personnes qui sont dans le processus de recrutement sont convaincues. Mais excusez-moi si je reviens là-dessus, mais si au bout du compte arrive en finale un ingénieur d'une grande école et un thésard, quelle que soit sa qualité, on va avoir tendance à embaucher l'ingénieur de grande école. Ça veut dire que le message n'est pas passé aujourd'hui. Ce à quoi une entreprise est sensible, c'est de tester quelqu'un. Et donc aujourd'hui, on a beaucoup recours à l'apprentissage pour les postes de techniciens. Je pense que arriver à créer des postes de thésard dans l'entreprise va naturellement encourager l'entreprise à garder le thésard après. C'est presque mécanique pour une entreprise, que quand elle a investi pendant 3 ans, qu'elle en a payé une partie, qu'elle a jugé le gars sur ses compétences, à la fin on le garde, presque systématiquement. Donc c'est ça qu'il faut, c'est comme ça qu'on va y arriver. La petite problématique, lorsqu'il s'agit de doctorants ou de thésards qui se présentent, on sait nécessairement qu'ils sortent, entre guillemets, d'un long tunnel, passez-moi l'expression, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup donné sur un sujet en particulier et sur un sujet qui a amené un travail interdisciplinaire, mais aussi beaucoup de réflexions individuelles. Et
des fois on se pose la question inverse. Va-t-il se plaire parmi nous ? C'est-à-dire, est-il capable d'accepter de devoir travailler dans des contraintes de temps qui vont être un peu plus compliquées, mais surtout dans des contraintes de temps qui parfois l'amèneront à devoir synthétiser, hiérarchiser beaucoup plus vite que les analyses ou les temps de réflexion qu'il a eu auparavant. Et donc c'est vrai que, alors là encore, je vous dis, c'est un point de vue, j'ai la chance de cumuler le fait que à la fois je dirige un bureau d'études, mais en même temps j'en suis son seul DRH. Donc j'ai pas d'œillère, mais j'ai une ambition, c'est de faire un long chemin avec ceux qui rentrent dans la société, et pour l'instant je touche du bois, j'espère que c'est du vrai, ça fonctionne. Donc voilà, est-ce que celui qui entre, il va véritablement s'ancrer, parce qu'on n'a pas envie non plus de faire des déceptions en fait, ni nous, ni de l'autre côté. Bon, je propose de donner le mot de la fin à Benoît. Il m'a dit ce qu'il allait dire, c'est pas mal comme mot de la fin. Oula. Non, mais c'était pour rebondir sur l'enjeu en fait à vraiment mailler le parcours du doctorant avec la sphère vraiment opérationnelle des entreprises, de la gestion. Et bon, alors le CIFRE, effectivement, c'est un outil qui est qui peut être excellent. Je pensais aussi à ce qui s'était passé, on en a parlé, à la pêche aux outils scientifiques. Il y avait des doctorants, et les doctorants, des bureaux d'études, des structures de gestion, des scientifiques. Les bureaux d'études qui ont participé à cette pêche aux outils scientifiques, ils ont pu voir aussi les doctorants. Et c'est une manière aussi de voir qu'en face de soi, on a quelqu'un qui se pose les bonnes questions, qui appréhende les problèmes avec un certain recul, etc. Tout ça pour dire qu'en fait, de favoriser ces échanges, ces contacts en fait entre doctorants et puis le monde de l'entreprise, je pense que c'est vraiment des choses qui peuvent aussi aider derrière aux embauches, en fait, donner envie en fait, aux entreprises de recruter ces doctorants. C'est vachement bien. Ouais, on est pile dedans. C'est pour dire qu'on a fini là, en fait. Ouais, je pense qu'on est pas. Alors, merci à vous trois. Loin. Merci Hervé. Merci pour vos